Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Les scolaires découvrent la filière BTP à l'occasion de la semaine dédiée à ce secteur porteur. Un salon des métiers se tient jusqu'à vendredi au lycée Léopold Bissol. Un coup de projecteur nécessaire pour ce domaine en déficit d'image. Dans ce journal aussi, vous verrez que les Martiniquais sont plutôt de bons élèves en matière de recyclage des déchets électriques et électroniques. C'est le constat dressé par Écosystème, un éco-organisme engagé pour la réparation et le réemploi des équipements ménagers. On en parle dans quelques minutes. Et puis nous irons Nan-Manglan, un hommage à la nature rendu par le collectif Mofroisé et l'artiste biélorusse Anna Tatur. L'exposition est visible dans un cabinet médical de l'Étang Abricot à Fort-de-France. Nous l'évoquions dans notre édition d'hier, la semaine des métiers du BTP a débuté ce matin. Une conférence de presse était organisée afin de présenter les temps forts de ce rendez-vous et notamment le salon des métiers Bissol. Formation et orientation niveau collège y sont présentés aux scolaires jusqu'à vendredi. Hélène Sérignac était sur place. D'ordinaire, dans ces ateliers, les élèves s'entraînent à poser du placo, des revêtements de sol ou encore fabriquer des meubles. Mais cette semaine, ils accueillent des collégiens pour promouvoir leur filière, partager leur passion. J'ai choisi ce métier-là parce que j'aime bien la décoration, j'aime les trucs pour dessiner. Et quand j'étais en 3e ou 4e, j'étais au collège Emmanuel Saldès et j'ai découvert ça et ça m'a beaucoup plu. Et là, je suis en 2e pas, ce qui veut dire peintre applicateur de revêtements. Et je vais poursuivre en bac pro. Le BTP est un secteur en pleine transformation qui recrute activement mais qui peine à attirer. L'objectif du Salon des métiers Bissol, c'est aussi de permettre aux femmes de changer de regard sur les métiers du bâtiment. Ici, 78 des 390 élèves sont des filles, un chiffre en constante évolution. Beaucoup de femmes dans les fonctions support de nos entreprises de BTP, donc comptabilité, études de prix, etc. Mais il en manque dans les métiers techniques, donc dans les fonctions, je dirais, de production. Et là, on est autour de 3%, donc c'est vraiment faible. Et il y a très clairement aujourd'hui un enjeu de faire monter ce pourcentage parce que les femmes ont toute leur place dans ces métiers techniques. Autre temps fort de la semaine du BTP, le salon du bâtisseur les 27 et 28 mars. À cette occasion, 80 entreprises seront présentes. De nombreuses animations sont prévues pour créer des rencontres, déclencher des vocations et faciliter l'accès à l'emploi. On trouve des concours de manipulation d'engins, des concours avec les écoles de maçonnerie, charpente, bois. Vous aurez une quarantaine de conférences, job dating, space dating et rencontrer 80 professionnels. Le secteur du BTP en Martinique compte 3000 entreprises, 5800 salariés. À la une aussi de l'actualité, statu quo dans le conflit qui oppose les salariés grévistes de Transaglo à leur direction. Un mouvement social qui paralyse le réseau de transport en commun du centre depuis une semaine en cause des négociations annuelles obligatoires qui n'aboutissent pas sur la question de la revalorisation salariale des chauffeurs. Pas de conflit cette fois, mais plutôt une volonté de synergie. Ce matin au Lamentin, entreprises, collectivités et associations étaient réunies pour un atelier dédié à l'économie circulaire. Objectif, transformer les déchets des uns en matières premières pour les autres et faire émerger des collaborations concrètes sur le territoire. Le reportage de Ryan Agnès. Et si nos déchets devenaient une ressource ? Ce matin au Lamentin, une trentaine d'entreprises, de collectivités et d'associations se sont réunies autour d'un objectif commun, mieux utiliser ce qui existe déjà sur le territoire. Pour certains participants, ces échanges ouvrent même de nouvelles perspectives dans leur activité. C'est le cas de Floriane, salariée d'un groupe spécialisé dans l'assainissement et le stockage de l'eau. Ce qui est déchet pour nous devient une ressource pour d'autres. Et puis, ça nous permet ça nous évite en fait de jeter dans la nature ou n'importe où, enfoui, ou bien aller à l'incinérateur. Et puis, ça nous permet de créer en fait des partenariats et ça nous permet de connaître un peu les activités de chacun. Enfin, on veut vraiment évoluer dans cette optique de l'environnement, gérer nos déchets, gérer nos ressources, éviter en fait de gaspiller pour rien. Un enjeu environnemental au cœur des échanges, mais pour avancer, ces entreprises misent aussi sur un élément clé, la coopération.
Créer du lien, partager des ressources, une démarche qui s'inscrit pleinement dans la préservation de l'environnement. Ça nous met en synergie avec plein d'autres entreprises qui justement ont besoin peut-être de ce que nous produisons. Et puis ça permet aussi pour la Martinique, nous sommes dans un cycle de durabilité, de préservation, d'environnement. Donc c'est de porter notre pierre à l'édifice dans tout ce processus qui doit être global et qui doit toucher tout le monde. Des synergies qui ne s'arrêtent pas à cette matinée. Derrière ces rencontres, un travail de fond est mené toute l'année pour développer l'économie circulaire sur le territoire. Cet atelier-là, c'est le booster de l'activité de l'économie circulaire de l'EIT 972, mais toute l'année, on met en relation des acteurs économiques pour créer du lien autour de leurs ressources, les ressources étant soit du matériel, du mobilier, du matériel informatique, des équipements industriels sous-utilisés, mais aussi tout ce qui est immatériel. Donc à la fois des formations, des compétences, des expertises qui peuvent être mutualisées, des salles de conférences qui ne sont pas assez utilisées, qui peuvent servir à notre voisin si on savait qu'il en avait besoin. Aujourd'hui, près de 150 acteurs sont engagés dans la démarche en Martinique, un modèle qui permet déjà d'éviter des tonnes de déchets et qui pourrait encore se développer. Il est aussi question de recyclage avec Écosystème. Cet éco-organisme s'intéresse tout particulièrement à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. Une filière en plein développement sur l'île. La Martinique est d'ailleurs la meilleure élève de France en termes de recyclage de ces éléments, comme nous l'explique Dorian Cayuela. Recycler un vieux téléviseur ou un réfrigérateur, ce n'est pas un geste banal. En Martinique, la hausse des déchets électriques oblige la filière à s'organiser face aux défis environnementaux et logistiques de l'insularité. Pour y répondre, Écosystème renforce ses actions afin de mieux collecter et recycler les appareils en fin de vie. Écosystème gère la reprise des D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, que les usagers peuvent ramener en déchetterie sur une reprise gratuite. Et c'est ici que tout se passe, tout est rassemblé, regroupé, pour ensuite être expédié vers la Guadeloupe dans le centre de traitement. Alors le circuit, on a fait le choix d'installer une usine de traitement en Guadeloupe pour des questions de proximité, et puis apporter une solution de traitement localisée et adaptée au territoire ultramarin. En Martinique, la collecte des déchets poursuit sa progression. Sur le territoire, les volumes sont passés de 5070 tonnes en 2024 pour atteindre 5536 tonnes en 2025, un chiffre par habitant supérieur à celui de l'Hexagone. Une hausse continue qui témoigne d'une meilleure mobilisation autour du tri, mais qui impose aussi de nouveaux défis logistiques pour les opérateurs chargés d'organiser la gestion de ces déchets. Sur le terrain, l'entreprise Citradel assure notamment le tri des équipements collectés avant leur expédition vers le centre de traitement en Guadeloupe. Citradel est une unité de traitement qui collecte les déchets dans les déchetteries et aussi dans les distributeurs, tout ce qui est machine à laver, réfrigérateur et tout ce qui comporte des piles, des accus comme les sèche-cheveux, des ordinateurs. Et ils sont ensuite collectés sur les différents points de collecte pour être acheminés ici, être triés et ensuite pour faire une expédition vers la Guadeloupe. À mesure que les volumes augmentent, la structuration de la filière et l'implication des habitants restent déterminantes pour limiter l'impact environnemental et donner une seconde vie aux matières. Un enjeu concret pour le territoire aujourd'hui et pour les années à venir. Penchons-nous à présent sur cette journée académique pour l'égalité et la confiance des jeunes filles organisée aujourd'hui à l'IMS. Cette initiative, portée par l'UNSS et la mission académique Égalité Filles-Garçons, a rassemblé plus de 150 collégiennes et lycéennes. Elles ont pu assister à des interventions d'experts, mais aussi participer à des ateliers thématiques ainsi qu'à des activités sportives. Les détails face à la caméra d'Hélène Sérignac. On se rend compte aujourd'hui que finalement les filles sont en retrait des activités sportives. Il y a quand même près de la moitié des jeunes martiniquaises qui n'ont pas accès à des activités sportives développées en dehors de l'école. On se rend compte également lorsqu'on fait des tests en 6e que nos jeunes filles sont très très loin des attendus sur l'endurance, sur la vitesse. Et donc on veut leur dire qu'elles ont le droit de bouger. Elles ont le droit de faire du sport, elles ont le droit de prendre soin d'elles et de prendre soin de leur corps. Voilà, donc on va parler d'activités sportives, on va parler d'alimentation, de nutrition. On va aussi leur montrer comment finalement il y a des injonctions sociales qui font qu'elles ne bougent pas toujours comme elles veulent. Ce matin, nous sommes vraiment en intervention avec des spécialistes, des sociologues, des docteurs. Ils ont des ateliers
sur les stéréotypes. L'UFM nous propose son exposition sur les femmes de lumière martiniquaises. Donc on est vraiment sur des ateliers, puis connaissance de son corps, des tests. Et puis cet après-midi, on est vraiment sur de l'activité physique et sportive. Elle est un exemple pour toutes les femmes, mais aussi pour la Martinique en général. Paulette Nardal, précurseur de la négritude, figure depuis 5 ans sur la devanture du lycée de Ducos. L'établissement célébrait justement l'anniversaire de sa dénomination. Aujourd'hui, un hommage a été rendu par plusieurs élèves à cette grande dame de notre histoire. Les précisions recueillies par Ryan Anias. C'est un événement particulier puisque ce sont les 5 ans de la dénomination de l'établissement qui avant s'appelait le lycée Centre-Sud et aujourd'hui qui porte le nom d'une femme illustre, Paulette Nardal. Les élèves se sont mobilisés. Nous avons des classes donc engagées dans l'éloquence, dans la défense, mais également au niveau international, puisqu'on prépare le bac français international. Et aujourd'hui, ils se sont appropriés donc l'histoire de Paulette Nardal et l'ont restituée. Et ils ont démontré par leurs travaux donc poétiques, mais également leurs recherches documentaires, le journal scolaire, puisque nous sommes en pleine semaine de la presse, comment l'établissement s'approprie donc les valeurs portées par Paulette Nardal. Liberté, égalité, féminité, c'est le nom du One Woman Show de l'humoriste guyanaise Nénette. Elle sera sur la scène du Grand Carbet ce jeudi et ce soir, elle est l'invitée de la rédaction. Bonsoir Nénette. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau ce soir à 2 jours de votre spectacle au Grand Carbet, je le disais. Vous étiez en Guadeloupe juste avant, vous serez en Guyane après pour ce tout nouveau spectacle que vous allez nous présenter. Je le disais, liberté, égalité, féminité. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, voilà. Ça veut surtout parler d'une femme qui est ancrée dans ses valeurs, qui est ancrée... on dirait... Vous perdez la boucle d'oreille. Elle n'est pas très ancrée, la boucle d'oreille. Et qui va au-devant du monde en étant présente à qui elle est et qui se présente devant le monde tel qu'elle est. Voilà. On a vu passer une affiche où vous êtes en robe de soirée avec une batte de baseball à la main. Ce contraste, que veut-il dire ? Ça veut dire que je viens tout fracasser avec classe et élégance. Ça veut aussi dire que je viens imposer qui je suis et je ne suis pas venue pour plaire ou pour déplaire. Je suis venue être moi et voilà, c'est un message pour dire que je suis là. Vous arrivez donc avec ce deuxième spectacle, après un premier où vous vous mettiez à nu, c'était le nom du spectacle, Mise à nu, qui a fait un carton tout simplement. Comment on prépare le deuxième spectacle? Quand le premier a si bien fonctionné, est-ce qu'il n'y a pas la crainte de ne pas être à la hauteur de ce premier spectacle? Il y a toujours la crainte de ne pas être à la hauteur, mais je pense que c'est le risque aussi en tant qu'artiste. Il faut savoir se renouveler, il faut savoir prendre des risques parce que c'est tellement facile de rester sur nos acquis. Et puis entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le Covid, j'ai laissé mon travail. Donc du coup, c'est un peu le spectacle de toute cette évolution, de toute cette nouvelle femme que je suis. Donc voilà. Une Nénette plus mature? Oui, plus sage aussi. Plus sage. Ouais, plus sage. Vous êtes présente sur scène, mais également sur les réseaux, naturellement. Vous avez également un podcast, un talk show. Parlez-nous de tout ça, de tous ces projets que vous menez de front. C'est une manière déjà de moi de m'épanouir dans tout ce que je fais, puisque je ne suis pas que là pour faire rire, je ne suis pas qu'une humoriste. Et puis, tous ces aspects-là, ça me permet en fait de mettre au devant les autres artistes. Parce que par exemple, dans mon podcast, ce qui me plaît, c'est de parler des backstage, en fait, de la vie artistique, de comment nous, en tant qu'anti-guyanais, ce qu'on doit affronter, comment on doit se relever pour arriver à atteindre nos objectifs. Donc, c'est ce panel-là que j'aime mettre en avant et puis ça me permet de montrer que je fais plein de choses. Voilà. On a parlé dans cette édition de Paulette Nardal il y a quelques secondes de confiance en soi pour les jeunes filles. Est-ce que vous avez aussi cette envie de montrer aux jeunes femmes tout ce qu'il est possible de faire, de leur montrer la voie? Oui, effectivement, mon objectif, c'est aussi de fédérer. C'est un travail que je fais sur moi aussi, parce qu'il y a des moments où je perds confiance en moi, où je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que voilà, c'est un milieu qui est très masculin.
Donc, parfois, moi aussi, je perds un peu confiance en moi et je me dis non, on y va parce que y a des gens derrière toi et c'est l'occasion de montrer qu'on peut aller au bout de ce qu'on a à faire, quoi. Et le meilleur moyen de vous accompagner sur ce chemin, c'est de venir vous voir jeudi Ouais. au Grand Carbet. Ce spectacle Liberté, Égalité, Féminité. Merci beaucoup, Nénette, d'avoir accepté notre invitation. On poursuit avec l'exposition Non-Manglant, visible jusqu'au 2 mai dans un cabinet médical de l'étang Abricot. Le collectif Mophrasé et l'artiste Anna Tature y croisent leurs regards. Une création autour de la protection du corps et de la nature, aperçue avec Jean-Marc Carteron. Mangrove et corps féminin, deux symboles de vie exposés à la fragilité. L'exposition Non-Manglant propose une lecture artistique et sensible de cette réalité. Cet espace naturel où qui va venir évoquer la vie, la réparation, le soin. Et cet espace, on l'a visité, on l'a analysé, on a fait pas mal de recherches. On a pu travailler sur nos productions artistiques. Le message sortait déjà d'une part de prise de conscience de ce milieu qu'est la mangrove, qui est très précieux et qui nous permet également de nous protéger, mais qui nous guérit. Ils sont plasticiens, photographes et illustrateurs, tous issus du campus caribéen des arts. Réunis au sein du collectif Mophrasé, ils explorent les imaginaires caribéens. Je me suis un peu inspiré de l'environnement et de tout ce que ça peut apporter, peut-être la naissance de certains animaux, là où ils se reproduire, ou encore dans le mystique, et tout avec nos croyances telles qu'un Mamanglo par exemple. Donc c'est de cette base-là que je suis parti pour faire mes toiles. Une artiste venue de Biélorussie rejoint le projet. Anna Tature apporte un regard singulier, nourri par son parcours et ses expériences. C'est le voyage des marais biélorusses vers les mangroves martiniquaises. Et j'imaginais un espace entre les deux. Je l'ai appelé hypermarais. C'est mon hypermarais rhizomatique qui connecte la Biélorussie, la Martinique et tous les paysages de résistance autour de la planète. Les œuvres interpellent, questionnent, parfois dérangent. Le public découvre un univers chargé de symboles et d'émotions. C'est une exposition assez intéressante dans le sens où il y a tout un mariage de pratiques. On a de la broderie, on a de l'aquarelle, de la peinture autour d'une thématique qui est la mangrove, qui est un écosystème poétique et qui est en danger aussi. Et c'est vraiment surprenant de voir comment ces différents artistes ont pu combiner leurs différentes pratiques pour pouvoir nous proposer un univers immersif. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans notre pays. J'aurais bien aimé que ça continue et que ça évolue dans le bon sens. À travers Non-Manglant, les artistes posent une question essentielle. Comment préserver ce qui nous protège? L'exposition est visible jusqu'au 2 avril. Place au sport avec l'épilogue hier soir de la 21e journée du championnat de futsal. La relève lamantinoise était opposée à Casablanca FC et sans surprise, les hommes de Lionel Victoire poursuivent leur sans faute. Ils s'imposent 10 buts à 5. Récit du match, Caril Chassol et Marc Michel. Il ne fallait pas être en retard à l'occasion de ce match entre Casablanca FC et la relève lamantinoise. Dès la première minute, ces derniers ouvrent la marque par Yorani Mélien. Dès lors, les Lamantinois inscrivent 4 nouveaux buts. Contre une réalisation côté Casablanca FC, à la pause, le leader mène déjà 5 buts à 1. Au retour des vestiaires, le match ne change pas de physionomie. La relève inscrit 4 buts.
et Casablanca 1. Le score est de 9-2. Dès lors, les Lamontinois lèvent quelque peu le pied et Casablanca en profite en marquant à 3 reprises. Pas de quoi perturber la sérénité des partenaires d'Andy Paulin qui inscrit le 10e but de sa formation qui s'impose 10-5. Ce soir, l'équipe de la relève qui est première du championnat était meilleure que nous. Mais on n'a pas démérité, on a donné tout ce qu'on avait. Mais quand on a ce genre de match, c'est de donner tout ce qu'on a, et puis pour essayer de remporter la victoire. Malheureusement, on n'a pas gagné, on a fait 5 buts. Il nous marque 5 buts d'écart, mais c'est un bon match. C'est un derby, hein, donc c'est toujours compliqué contre Casablanca. Maintenant, je ne suis pas forcément satisfait de mes garçons. D'habitude, on est mieux en deuxième période. Ce soir, on a été meilleur en première mi-temps et puis moins bien en deuxième. L'important, c'est de finir sans aucune défaite dans cette phase régulière. C'est chose faite. Maintenant, on va à Saint-Joseph face au Golden Lion pour emporter ce match, comme je dirais, pour bien finir la première partie de saison. Aujourd'hui, c'était compliqué parce que je sentis mes joueurs un petit peu moins dynamiques, moins performants, moins rapides, un peu trop lents dans le jeu. Mais bon, ça arrive hein, aujourd'hui, lundi soir, donc parfois il faut accepter cela. Le FC Floréal a battu l'Éveil de Carabin 18-3. Victoire aussi de Caribbean Osmose 18 face à Mahon Futsal. Enfin, le Golden Lion a pris le meilleur sur le FC Salien 7-3. Les 2 autres rencontres ont été reportées à une date ultérieure. Au classement, la relève lamontinoise caracole en tête avec 7 points d'avance sur Femmes et 14 sur le FC Floréal. Le Lac 212 est au pied du podium à égalité de points avec le club péléen. En bas de tableau, on retrouve GIF, le FC Saléen et la Lanterne Rouge, l'Éveil de Carabin. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking de la base navale de la Marine nationale à Fort-de-France de 8h à 13h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 8h à 14h. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. Les scolaires découvrent la filière BTP. À l'occasion de la semaine dédiée à ce secteur porteur, un salon des métiers se tient jusqu'à vendredi au lycée Léopold Bissol. Un coup de projecteur nécessaire pour ce domaine en déficit d'image. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.